Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal. Nous sommes le mardi 12 mars. À la une, la lutte contre le narcotrafic ne faiblit pas. 13 membres présumés de la DZ Mafia, un des principaux gangs impliqués, vous le savez, dans le trafic de stupéfiants marseillais, ont été interpellés hier à Marseille et Rennes dans le cadre d'une enquête pour tentative de meurtre en Espagne. Les précisions de Didier Gesualdi. Les suspects sont âgés de 15 à 25 ans et sont soupçonnés de tentative d'homicide sur un Marseillais de 43 ans, lui-même connu pour règlement de compte et trafic de drogue. Il aurait été à la tête d'un juteux point de deal. Les faits se sont déroulés en janvier 2023. Ces arrestations ont été menées par l'Office central de lutte contre la criminalité organisée de la police judiciaire, qui collabore donc avec des polices et justices d'autres pays, comme l'Espagne ou le Maroc. Ce coup de filet intervient en effet quelques jours après l'interpellation du chef présumé du clan Yoda, rival de la DZ Mafia. Félix Bingui, 33 ans, a été arrêté samedi à Casablanca. La semaine dernière, une commission d'enquête sénatoriale s'est déplacée sur le terrain marseillais. Les principaux magistrats de la ville ont à cette occasion d'ailleurs lancé un cri d'alarme. Le narco-banditisme agit à Marseille, disent-ils, comme une sorte de gangrène qui abîme le tissu social, avait déclaré notamment le président du tribunal judiciaire de Marseille, Olivier Laurent. Ce dernier évoquant, je cite, une guerre asymétrique entre l'État et des clans puissants et appelant à un plan Marshall pour les combattre. Avec 49 personnes tuées, dont 4 victimes collatérales et 123 blessés dans les violences liées au trafic de drogue, 2023 a été l'année la plus meurtrière à Marseille. Marseille toujours et grosse perturbation des traversées jusqu'à la Corse. Les marins de la Méridionale, les Corsica Linea, sont en grève depuis hier matin. Les passagers ont d'ailleurs été prévenus par les compagnies. Le trafic pourrait reprendre demain, mais une prolongation du mouvement n'est pas exclue. En grève également pour les mêmes raisons, Maritima. Alors pas nous, rassurez-vous, mais la société d'avitaillement des paquebots dont le siège est à Port-de-Bouc. Mouvement chez ces marins à suivre sur notre site maritima.info. Autre mouvement de grève à la SNCF, cette fois pas sur les lignes de train, mais au guichet ou encore à la centrale téléphonique. À l'appel du syndicat Sudrail, c'est pour demain, mercredi. Les employés réclament de meilleures conditions de travail et des embauches supplémentaires. Une mobilisation qui coïncide avec le jour d'ouverture des réservations pour la saison estivale. Dans les airs, mobilisation demain soir à Marseille des collectifs Stop Extension Aéroport et associations de riverains. Tous demandent la mise en place d'un plafonnement à la baisse du trafic aérien à Marignane. Les perspectives de croissance des professionnels du secteur et des travaux d'extension du site les inquiètent. Écoutez ce qu'en pense Didier Gesualdi. Trop de bruit, trop de pollution. Voilà en résumé les arguments des associations qui appellent ce mercredi soir à une manifestation durant laquelle des experts en la matière vont prendre la parole. Selon ces derniers, la croissance du trafic aérien est totalement incompatible avec les objectifs climatiques et va exposer encore davantage les populations au bruit et à la pollution. L'aviation, ajoute-t-il, ne dispose d'aucune solution technologique d'envergure pour réduire ces impacts et ne peut pas continuer à échapper aux efforts indispensables en matière de sobriété. Du côté de l'aéroport de Marseille-Provence, classé 4e plateforme nationale, qui s'est engagée depuis plusieurs années dans un important chantier d'agrandissement, on répond que c'est bien l'État qui a la main pour la régulation des vols et d'éventuelles restrictions. Des efforts ont été demandés aux compagnies pour réduire les nuisances, aussi bien au décollage qu'à l'atterrissage. Des procédures de manœuvre et des trajectoires ont été modifiées par exemple. Enfin, le site de Marignane renvoie à une étude d'impact selon l'approche équilibrée sur le bruit à l'aéroport commandée par l'État. Elle va durer 2 ans et vise à trouver un juste milieu entre activité économique et nuisances imposées aux habitants. Un responsable du collectif Stop Extension Aéroport sera l'invité de notre matinale sur Radio Maritima. Soyez à l'écoute demain à 8h15. On poursuit ce journal sur nos routes, monstres de métal en vue. Alors non, il ne s'agit pas du prochain Mad Max, mais bien des méga camions qui n'attendaient qu'un vote positif du Parlement européen aujourd'hui pour pouvoir sillonner légalement le territoire de l'Union. Eh bien, c'est chose faite depuis cet après-midi avec 330 voix pour et 207 contre. Leur circulation est ainsi officiellement autorisée
autorisés en dépit de la levée de boucliers de défenseurs de l'environnement. Sont donc concernés les super poids lourds d'une longueur de 25 mètres et d'un poids de 60 tonnes, comparé aux 18 mètres de long et 44 tonnes le maximum actuellement autorisé en France. Ça vous donne une idée de l'envergure. Avec les zones logistiques présentes à l'ouest de l'étang de Berre, les conducteurs de notre territoire sont donc particulièrement amenés à côtoyer ces mastodontes. Alors quels intérêts et quels risques avec ces nouveaux transporteurs? Le point avec Michel Montagne. Avec des zones logistiques aussi importantes que la plateforme Clé Sud à Miramas ou encore le distriport de Fos Port-Saint-Louis, c'est un énorme trafic de poids lourds qui pèse sur cette partie de territoire. C'est donc forcément un espace attractif pour les méga camions. Pour Patrice Clos, responsable du syndicat Force Ouvrière Transport, l'intérêt le plus évident, c'est que ces super transporteurs capables d'acheminer des cargaisons beaucoup plus lourdes permettraient de pallier le déficit de routiers, un métier qui a perdu toute attractivité. Il manque en effet chaque année en France 60 à 80 000 conducteurs de poids lourds. Des méga camions, ça signifie moins d'engins sur les routes et donc un besoin moindre de chauffeurs. En revanche, se pose la question de la circulation de ces camions hors normes, notamment sur nos routes constellées de ronds-points. Bonjour les manœuvres déjà délicates avec un simple 18 mètres. Également la question du poids de ces engins sur les ponts et autres ouvrages d'art, ainsi que la détérioration de routes déjà en mauvais état. Enfin, il va falloir maîtriser leur conduite avec 60 tonnes. Attention, l'anticipation nécessaire pour freiner ou accélérer en cas de nécessité. Et côté automobiliste, il suffit d'imaginer le dépassement d'un engin de 25 mètres. On imagine bien, en effet, précision importante, même si la directive a été adoptée par le Parlement européen, chaque État reste libre d'accepter ou non la circulation de ces méga-camions sur son territoire. La France réitère son refus et Jean-Marc Zulesi, député des Bouches-du-Rhône, a fait savoir également son opposition sur les réseaux sociaux. Affaire à suivre de très près. Environnement toujours dans notre département, les services de l'État cherchent à mieux protéger les communes contre le risque feu de forêt. En ce moment, Vitrolles, Rognac, Aix ou encore Martigues, par exemple, sont l'objet de ce travail de l'État. Vous serez d'ailleurs amené à donner votre avis en ce moment. C'est le cas donc à Martigues. Exemple avec Hervé Rico. Martigues est particulièrement exposé aux feux de forêt. Souvenez-vous, le 4 août 2020, le feu part en bordure de la 55 à la sortie du viaduc. Il dévore la Pinède, avale la voie rapide de la Côte Bleue pour forcer les populations à s'enfuir ou à évacuer par la mer. 959 hectares d'espaces verts détruits. Donc aujourd'hui, réflexion des services de l'État et concertation publique en cours. On vous demande votre avis sur la meilleure façon de se protéger des flammes. Ce soir à la Maison de Carreau, le 21 mars à la Vera, le 4 avril à l'Hôtel de Ville. Mieux lutter contre le feu de forêt, tout le monde est d'accord. Mais les choses sont moins simples quand on demande en même temps à nos communes de construire des logements, des écoles, des routes pour accueillir par exemple les emplois des nouvelles usines qui vont arriver à Fos. Une crainte peut-être, c'est qu'en même temps, ce plan contre les feux gèle à peu près tous les terrains constructibles. On vous demande votre avis, c'est le moment de questionner et de répondre. Première réunion publique donc ce soir à la Maison de Carreau. Vous avez bien noté les prochains rendez-vous pour vous exprimer le 21 mars à la Vera ou encore le 4 avril à l'Hôtel de Ville de Martigues. Une nouvelle distinction pour Miramas. La ville vient d'obtenir la certification Caliville de l'AFNOR pour la qualité de ses relations quotidiennes entre habitants et services municipaux. Un sans faute pour une première participation. Cette reconnaissance sera officiellement remise au maire de Miramas, Frédéric Vigourou, le 19 mars prochain. Et on vous rappelle qu'en 2020, la ville de Miramas avait déjà été gratifiée d'un label AFNOR pour sa gestion exemplaire de la crise Covid.
À la page justice, retour sur un acte de cruauté et de sévices envers les animaux qui avait fait grand bruit en septembre dernier. Souvenez-vous, lors d'une soirée, un étudiant marseillais avait mâché une souris domestique vivante jusqu'à la tuer. La vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux et en avait scandalisé plus d'un, dont la fondation 30 millions d'amis qui avait déposé plainte. Demain, le procès de la souris mâchée s'ouvre afin de juger 3 étudiants, l'auteur présumé des faits, celui qui a filmé la vidéo et puis celui qui l'a diffusée. Mais quelle est la peine encourue pour de tels actes ? Maître Xavier Baquet, avocat de la Fondation 30 millions d'amis, nous éclaire sur la question au micro de Davy Moisson. La peine encourue est de 5 ans de prison, 75 000 € d'amende. Du moment où, aussi stupide soit-il, on commet un acte qui porte atteinte à la vie, quelle que soit cette vie, parce qu'il n'y a pas que la vie humaine qui compte sur cette terre, et loin de là, eh bien, il est normal que quand ces actes sont considérés comme étant des délits, il est normal que la sanction s'applique. Alors bien évidemment, ils n'auront pas la peine maximale, ces jeunes hommes au casier judiciaire vide, mais j'espère tout de même que la peine qu'ils auront leur feront comprendre pour longtemps, parce qu'on peut se poser la question sur la durée et sur la suite, ils n'ont que 20 ans, leur feront comprendre pour longtemps que de tels actes ne sont ni admissibles, ni normaux surtout. C'est-à-dire que ça pose vraiment une vraie question sur l'appréhension et la compréhension qu'ils ont de la vie. Interview intégrale à retrouver sur notre site maritima.info. Santé à présent, la campagne de vaccination contre le papillomavirus lancée début septembre n'a pas été vraiment concluante. Elle était menée auprès des élèves de 6e et de 5e. Seulement 13 à 15% des collégiens concernés se sont fait vacciner. Pourtant, c'est un vaccin très important qui permet d'éviter de multiples maladies et notamment des cancers. Et il faut se faire vacciner avant de commencer sa vie sexuelle car il s'agit d'une MST, une maladie sexuellement transmissible. Écoutez le docteur Erika Kurzawa. Elle est médecin généraliste à Martigues au micro de Cyrielle Blazikowski. C'est un marqueur de l'activité sexuelle, d'où l'intérêt de débuter la vaccination au plus tôt dans la préadolescence pour éviter qu'il y ait déjà eu des contacts avec ces virus, puisqu'une fois qu'ils sont intégrés dans les cellules, l'élimination de ces virus est variable dans le temps. Le papillomavirus est une grande famille de virus, parmi lesquels il y a une petite dizaine de virus qui sont oncogènes, c'est-à-dire des virus qui sont capables de s'intégrer dans nos cellules pour donner des cancers. Des cancers du col de l'utérus, mais également des cancers ORL et des cancers de l'ensemble du tube digestif. C'est pourquoi désormais on vaccine également les jeunes garçons et non plus seulement les jeunes filles. Comment expliquer un taux aussi faible de vaccination chez les jeunes visés ? Il reste en France un sentiment anti-vax assez profond qui perturbe la vaccination, qui est pourtant nécessaire. Et comment est-ce qu'on peut remédier à cela ? La pédagogie, la communication, la vaccination, c'est une stimulation du système immunitaire qui est faite pour protéger contre des maladies. On a le droit d'avoir peur et à ce moment-là, il faut se rapprocher de professionnels de santé qui vont pouvoir écouter vos doutes et puis démonter avec vous les idées préconçues. J-1 avant le championnat de France de pizza. 7 pizzaiolos des Bouches-du-Rhône seront en lice pendant 2 jours à Paris. Ils vont tenter leur chance pour cette 18e édition du championnat de France de pizza. Yvan Cotta fait partie des 130 concurrents. Il est basé à Saint-Victoret et à 53 ans, il a déjà été sacré champion du monde de pizza en octobre dernier dans la catégorie Padellino gourmet. On vous en avait d'ailleurs parlé pour cet artisan. La pizza, c'est avant tout une histoire de famille et de passion. Sarah Le Guen et Alexandre Pérou sont allés à sa rencontre. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être pizzaiolo ? C'était un rêve d'enfance, peut-être quelqu'un de la famille qui le faisait ? Ouais, c'est quelqu'un de la famille, c'est mon cousin Fabrice qui a une pizzeria à Gardanne, la Squadra à Simiane Colongue, la Squadra. Et c'est lui on a acheté la cloche d'or ensemble et il m'a appris au départ à faire les pizzas. Et puis après, moi ça m'a plu les concours, puis j'adore ça, la pizza, j'adore faire la pizza. Non, après j'ai réussi de suite à faire des pizzas, j'ai été à l'aise de suite avec les pizzas.
Bon, comme au début, un peu, on galère un peu, mais j'étais vite à l'aise, j'ai vite compris comment ça marchait, j'ai vite su les faire, et j'ai vite pris plaisir surtout à les faire, et c'est ça qui fait c'est ça qui fait de suite la différence, c'est quand on prend plaisir ou quand on est forcé à faire quelque chose, ça se sent de suite en fait. Moi j'ai de suite pris plaisir et je prends plaisir à faire de la pâte, à venir le matin faire de la pâte, le soir faire des pizzas, je prends plaisir en fait. Et on souhaite bonne chance à notre pizzaiolo de Saint-Victoret pour ce championnat de France dès demain dans la capitale. Allez, quelques longueurs, histoire de digérer en natation. Philippe Lucas tend la main à un champion, objectif JO 2024. Et c'est la surprise de ce début d'année. Le vice-champion olympique du 4x100 mètres à Rio s'entraîne désormais à Martigues. Il lui reste peu de temps pour décrocher sa qualification aux Jeux Olympiques sur le 100 mètres papillon et gagner sa place dans les relais où il pourrait apporter une solution supplémentaire à l'équipe de France du 4x100 mètres. On compte évidemment sur le coaching hors pair de Philippe Lucas. Hockey sur glace à présent, en play-off, les Spartiates sont bien partis. Très belle performance et première victoire pour les hockeyeurs de Marseille. C'était à Bordeaux, 1-2 en fin de semaine dernière, lors de la deuxième manche des quarts de finale des play-offs de cette Ligue Magnus. Les Spartiates reviennent donc à une manche partout. Les troisième et quatrième manches face à Bordeaux se disputeront respectivement ce soir et demain à Marseille dans un palais omnisport. On l'imagine, une nouvelle fois bondé de spectateurs. Et on vous rappelle que la première équipe à 4 victoires sera qualifiée pour la demi-finale. C'est parti pour l'aventure, pour deux Martégal. Et quelle aventure! La 24e édition, que dis-je, du raid Amazon qui a démarré aujourd'hui au Cambodge. Premier raid 100% féminin fondé en 2001 par Alexandre Debanne. Cette équipe de Martigues fait partie des 280 baroudeuses et des 14 bucco-rhodaniennes participantes à cette aventure humaine donc et sportive unique avec la nature en guise de terrain de jeu. Une première pour Katia et Maria, alias Galette et Gaufrette. C'est mignon. Retour sur les confidences de l'une d'entre elles, Maria. Elle est hôtesse de l'air et elle était au micro de Gilles Fenech juste avant le départ. Alors, je ne connaissais pas et j'ai une amie d'enfance qui nous a quittés. Elle s'est prénommée Sandra. Elle avait pour rêve de participer au raid Amazon. Donc j'ai eu le désir de réaliser son défi tout en m'associant à une association parentale. Cette année, les disciplines vont se dérouler ainsi. Le premier jour, on va avoir 15 km de trail. Le deuxième jour, ça sera 15 km de canoë. Le troisième jour, du run and bike sur 21 km 5. Ensuite, une chasse au trésor dans les temples d'Angkor qui sera magnifique, je suppose. 38 km de VTT pour le jour 5 et le dernier jour avec 10 km de trail. On a essayé de s'entraîner au mieux possible, donc j'espère que l'on pourra être fiers de nous. On termine sur scène avec de nouveaux noms à l'affiche du festival Jardin Sonore cet été à Vitrolles, dont la 7e édition se tiendra du 10 au 13 juillet au domaine de Fontblanche. Après la Funky Family, le groupe Louise Attaque ou encore la chanteuse Pomme, eh bien, d'autres artistes internationaux. Sachez que les organisateurs viennent de révéler la venue de Naam ou encore Mézig Live pour la soirée du 11 juillet, sans oublier Rimka et le Troisième œil pour celle du 13 juillet. Un très beau festival en perspective. Plus d'infos sur le site www.jardinsonorefestival.com. Reste à vous souhaiter une excellente soirée sur Maritima TV. Tout de suite, les prévisions météo et je peux vous dire que ça sent le printemps. Enfin, à demain.